Hier n'existe plus, demain ne viendra peut-être jamais. Bonjour et bienvenue sur l'Accélérateur. L'Accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. Hier n'existe plus, demain ne viendra peut-être jamais. Il n'y a que le miracle du moment présent, donc savoure-le, c'est un cadeau. C'est une citation de Mary Stillkind. Je trouvais que ça allait bien avec Pierre Girardeau, notre invité du jour, puisque Pierre a occupé différents rôles depuis la fin de ses études en 2008. Son diplôme en écologie et urbanisme l'a amené à différents endroits dans sa carrière avant qu'un autre défi ne se présente à lui, soit celui de devenir le responsable du développement de Canva France. Donc, c'est dans le fond, Canva, cet outil, cette plateforme en fait qui offre des outils graphiques pour les entreprises et pour les gens en général, Pierre Girardeau, lui, a le mandat de justement développer tout ça sur le territoire français et sur la francophonie en général, puisque il n'y a pas d'autres pays francophones au moment où on se parle qui a une antenne de Canva. Donc, tout le côté francophone découle directement des actions que Pierre Girardeau fait pour le développement, dans le fond, de la plateforme Canva. Alors, très, très heureux de recevoir Pierre Girardeau. Il va nous parler un peu de cet outil-là, de cette plateforme et aussi de quels sont les plans dans un futur rapproché pour cette plateforme. Encore une fois, cette semaine, on a droit à nos deux collaborateurs, donc Martin Michaud, qu'on ne manquera pas en fin d'épisode, ainsi que Micheline Bourque, comme à l'habitude, qui vient nous présenter un livre susceptible d'inspirer les entrepreneurs qui écoutent aujourd'hui. Mais avant toute chose, eh bien, je veux vous présenter le partenaire de cet épisode. Par la suite, Micheline Bourque viendra nous présenter son livre de cette semaine. Et puis, finalement, je vous laisse à l'entrevue avec Pierre Girardeau. Et puis, on se reparle tout de suite après. Souvent, les gens me demandent ce que ça rapporte de faire un podcast. Je leur réponds que d'abord, c'est une façon de créer du contenu comme à l'écrit et comme à la vidéo, mais dans un mode beaucoup plus efficace en termes de temps et d'engagement des auditeurs. Mais quand on me demande comment on lance, comment on promouvoit pour faire grandir notre audience, mais surtout comment on peut arriver à faire de l'argent avec un podcast, je réponds tout simplement, avez-vous une petite heure à me consacrer? J'ai donc mis sur pied un webinaire qui divulgue en détail le parcours que j'ai fait pour lancer mon podcast, pour le promouvoir et pour le monétiser, et ainsi comment vous aussi vous pouvez y arriver. Je vous invite donc spécialement, chers auditeurs, à ce webinaire qui se tiendra tout prochainement. Vous pouvez vous inscrire gratuitement au marcobernard.ca/6 secrets. Au plaisir de vous voir là-bas. Alors, encore une fois, cette semaine, on accueille Micheline Bourque, présidente fondatrice du Club de lecture Affaires. Comment ça va, Micheline? Ça va très bien, Marco. Contente d'être là. Cette semaine, je vous propose en fait un livre qui est un collectif littéraire. Tu sais, je rencontre beaucoup de gens, comme tu le sais, puis il y a beaucoup de gens qui rêvent d'écrire des livres, puis ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Et, au Québec, comme ailleurs, il y a différents services qui existent. Évidemment, les maisons d'édition, on comprend que c'est la formule idéale, la formule classique, parce que là, on est vraiment dans un contexte professionnel. Mais il y a quand même des compagnies qui offrent des services pour accompagner les auteurs dans toutes les étapes de production et d'édition de leurs livres. Et j'ai rencontré récemment Dani Lizotte qui, elle, a créé une entreprise de ce genre qui s'appelle Un chapitre à la fois.
Donc, elle, pour faire connaître son entreprise, qui peut, comme je te dis, agir à tout de nouveau, elle a publié récemment un livre qui s'appelle « Ma résilience en affaires, se permettre de voir au-delà des enjeux ». Donc, dans ce petit collectif littéraire, on va retrouver le parcours de 14 entrepreneurs qui racontent un peu leur histoire. Donc, leur histoire face, bien sûr, à des défis, des enjeux, des situations qui se sont présentées auxquelles on ne s'attendait pas et qui les ont fait cheminer. Donc, moi, je trouvais ça intéressant d'en parler. En lisant le livre, évidemment, je parlerai pas de tous les différents parcours, là, mais ce que j'ai trouvé intéressant en lisant ça, puis la lumière que ça a allumé chez moi, c'est que comme toi, comme moi, comme bien d'autres qui sont en affaires depuis de nombreuses années, on a tous été confrontés à des étapes difficiles, des enjeux auxquels il fallait trouver des solutions, il fallait surmonter des épreuves. Et je me suis dit, prenons le temps de réfléchir à notre propre histoire d'entrepreneur et voir quelles sont les leçons que nous, on a tirées de ces moments-là. Les gens qui ont écrit des histoires ici ou leur récit de vie, ce ne sont pas des personnalités publiques connues, mais ce sont des gens qui ont réussi à un certain niveau. En fait, il y a des gens là qui ont réussi à de très bons niveaux avec des entreprises, avec plusieurs employés et tout le tralala. Donc, je me disais, ça peut peut-être inspirer les gens à se dire, regarde, quand on est confronté à des enjeux, à des difficultés. La résilience, c'est une belle chose, ce qui nous permet justement d'arriver à passer à travers ça. Donc, je me dis, ça pourrait les inspirer, mais ça pourrait aussi les inspirer à écrire eux-mêmes, à faire leur propre réflexion sur leur vécu. Toi, Marco, qui a créé je sais pas combien d'entreprises, tu as certainement connu des hauts et des bas. Et tu pourrais probablement raconter toi-même des histoires de résilience. Et peut-être que ce livre-là t'inspirera pour les partager. Je trouvais que ça valait le coup d'en parler pour ça. Donc, faire appel à des gens qui peuvent nous aider pour ceux qui ont l'envie de raconter leurs histoires. Il y a des services qui existent. Mais de revenir vers soi et se dire, OK, moi, quand est-ce que j'ai été résiliente? Quelle était l'histoire auquel j'étais confrontée? Puis comment est-ce que je m'en suis sortie? Je pense qu'il y a un apprentissage intéressant à faire à ce niveau-là. Et ça me tentait d'en parler. Ben, excellent. Écoute, collectif littéraire, est-ce qu'on a des noms à l'intérieur de... Regarde, les noms ici, c'est comme je disais, pas des noms qui, à ma connaissance, sont connus. Donc, il y a Angèle Trudel, Martine Ouellet, Agathe Tupula, Kabola, Elina Timsit, Nadine Beaupré, Dani Lisotte, elle-même la propriétaire de cette maison-là, Vicky Hébert, David Salerno avait un profil très intéressant, José Gascon, Christine Marcotte, Yves Gontier, Florence Duhamel, Sophie Lavoie et Mélanie Sauvé. Donc, il y a là-dedans des gens qui ont des galeries d'art, il y a des gens qui ont des commerces, il y a des gens, il y a vraiment toutes sortes de profils, là. Il y a des gens qui sont blogueurs, il y a des gens, une madame qui a créé sa propre maison d'édition, il y a des gens qui font du travail professionnel, là, style hypnologue, thérapeute en relation d'aide. Il y avait monsieur David Salerno dont je parlais, lui c'est vraiment un entrepreneur là, qui a créé une entreprise qui s'appelle Solpac, donc avec plusieurs employés et tout ça. Donc, je trouvais que il faut s'inspirer de... Intéressant. Il y a plein de gens, OK, c'est sûr qu'on aime les histoires des grandes stars. Oui, non, mais c'est... Il y a des grandes stars du Québec. On veut parler à Nicolas Duvernois, là, qui a vraiment, lui, fait preuve de résilience. Je ne sais pas si tu connais son histoire, mais qui avait été penché dans l'hôpital puis qui finalement est devenu multimillionnaire, là. Et avec son pur vodka. Oui, il y a des grands succès comme ça, mais il y a plein d'autres petits succès autour de nous dont on peut s'inspirer. On n'est pas obligé de tout être gros pour être heureux dans la vie. Au contraire, on peut avoir des petites entreprises, des petites initiatives ou moyennes, je ne vais pas limiter rien, mais on a des histoires à raconter, puis il y a des gens qui l'ont fait, puis il y a des gens qui réussissent, puis bravo à ces gens-là. Puis merci à Dani Lisotte et son équipe d'avoir mis ça sur papier. Et moi, j'espère que ça va encourager les gens à reconnaître chez eux les périodes de résilience et s'inspirer de ces gens-là qui ont écrit leurs petits récits. Ben, merci à toi de nous inspirer à chaque semaine avec tes livres que tu nous proposes et merci encore pour ce livre-là cette semaine qu'on va évidemment retrouver dans les notes de l'épisode comme à l'habitude. Et sur ce, je te souhaite une excellente semaine et puis on se reparle la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Marco. À bientôt. Merci, ciao. Canva est un site mondialement connu et très utilisé par de nombreuses personnes et compagnies pour des outils graphiques. Pierre Girardeau s'occupe de Canva France depuis mars 2017. Alors, on va faire un retour avec lui sur ce qu'il tente d'accomplir avec cette entreprise. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir accepté l'invitation de venir sur l'accélérateur. C'est super apprécié. Bonjour Marco, merci de m'avoir invité. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Canva France ou Canva tout court, quelle est la mission et quelle est la distinction qu'on doit faire entre Canva France et le Canva qu'on connaît lorsqu'on va sur le web, par exemple? Très bien. Donc, le Canva que vous connaissez quand vous bossez sur le web, à la base, c'est une entreprise australienne. Le Canva, l'entité Canva France, c'est simplement une antenne de Canva, on va dire, mondiale. Et c'est l'antenne française. Voilà. OK. Et quelle est la mission de cette entreprise? Parce que je sais qu'on offre des services qui sont quand même, pour la majorité du temps, qui sont gratuits. Donc, quelle est la mission, justement, de Canva à travers le monde? D'accord. La mission de Canva, c'est de permettre à tout le monde de créer. On dit que tout le monde peut être un designer. C'est pas exactement vrai, mais tout le monde peut faire semblant d'être un designer en personnalisant des modèles préétablis créés par les designers de Canva. Donc la mission, c'est vraiment de dire aux gens, vous pouvez créer des jolies choses. C'est possible. Le fait que ce soit gratuit, c'est pour permettre d'être accessible à tout le monde. Et peut-être qu'on en parlera après, mais voilà, il y a cette version professionnelle qui est plutôt destinée aux entreprises, qui n'était pas vraiment notre cœur de cible jusque-là. Maintenant, on commence à s'intéresser un petit peu plus à eux. Mais on a fait en sorte que 90% des utilisateurs soient satisfaits avec la version gratuite et ceux qui veulent des choses un peu plus supplémentaires telles que des options de collaboration, des outils de redimensionnement automatique en fonction des réseaux sociaux par exemple, puissent avoir ça. OK. Et en 2017, Canva Australie, je présume, entrer en contact avec toi. Comment c'est arrivé, puis quel est ton rôle justement avec cette entreprise? D'accord. Ça a été quelque chose qui a été très progressif. Je proposais mes services sur une plateforme de freelancing qui s'appelait Upwork. Et ils m'ont recruté tout d'abord pour évaluer la qualité des pages d'arrivée qu'ils avaient créées. Donc, on va dire une landing page. J'ai eu mal à dire ça en français, page d'arrivée. Ouais, c'est ça. Ça fait bizarre. Donc, ils avaient créé des landing pages en français et ils m'ont simplement demandé d'évaluer la qualité de ces pages et leur capacité à se placer correctement sur Google France. Et de fil en aiguille, j'ai montré que je savais faire mieux que juste évaluer des pages. Et un beau jour, ils m'ont dit, Pierre, on aimerait créer une équipe locale en France pour pouvoir mieux répondre au marché français et adapter le produit au marché français. Et ils m'ont dit, on aimerait que tu coordonnes cette équipe, que tu la crées et que tu la coordonnes. OK. Et donc, là, tu es à la tête de cette antenne, comme tu le dis si bien, en France, et c'est la seule antenne qu'il y a au niveau du territoire européen au moment où on se parle. Ouais, c'est exact. Oui. OK. Excellent. Donc, et comment c'est arrivé au niveau de ton rôle? Donc, c'est d'exploiter ça, c'est de développer sur le territoire français, mais concrètement, à quoi ressemble un horaire journalier pour Pierre Girardeau? Un horaire journalier, ça commence à 9h avec de nombreux emails. Après, je vais généralement avoir nos chargés de communication, donc des personnes que j'ai recrutées et formées, qui vont me parler des différentes offres de partenariat qu'ils ont pu avoir. Et à partir de là, on discute quoi. Est-ce qu'on accepte le partenariat? Si oui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est dans notre intérêt ou pas? Et ensuite, il y a toute une partie de monitoring, c'est-à-dire on regarde les chiffres, on regarde les datas, combien de nouveaux inscrits, depuis quelle landing page, quelles sont les tendances, est-ce que les gens est-ce que c'est la période des CV par exemple, ou est-ce que c'est la période des cartes de vœux, quelle
voilà, par rapport sur Google, quelles sont nos performances. Et à partir de là, ma spécialité, c'est le SEO. C'est aussi pour ça qu'on m'a recruté, parce que le canal principal d'acquisition de Canva en France, c'est le référencement organique. Et donc, je suis ça de très près, quoi. Et j'optimise directement le site si besoin. Après, il y a tout un travail en relation avec le blog. Ça va être l'après-midi. On a créé un nouveau blog depuis environ 6 mois avec des objectifs ambitieux en termes de trafic. Et là, pareil, c'est un travail constant d'optimisation, de recherche de sujets, un travail très proche avec notre éditrice. Et voilà. Et ça remplit bien les journées. OK, ben, j'en doute pas. Tu parles de partenariat alors qu'on parle d'un outil qui est gratuit. Ce serait des partenariats de quel type, par exemple, que vous recherchez avec Canva France? Alors, il y a plusieurs types de partenariats. Comme j'ai mentionné, notre stratégie, c'est d'ailleurs que ça, c'est de l'organique, c'est Google. Vous n'êtes pas sans savoir que avoir un profil de lien, c'est essentiel. C'est-à-dire que je peux pas me placer correctement sur une requête telle que créer un CV si je n'ai pas un nombre conséquent de liens en relation avec les CV qui pointent vers ces pages-là. Donc, on a une équipe de 5 personnes qui sont constamment en train d'être en relation avec des sites qui peuvent être intéressés par apparaître sur notre blog, par exemple. Ça peut être un type d'échange. On le fait pas trop, mais c'est possible quand les sites ont une bonne réputation. Mais ça peut aussi être des partenariats tels que utiliser l'API de Canva, c'est-à-dire avoir l'éditeur de Canva qui est intégré à leur site. OK. Voilà, c'est partenariat qu'on essaie de pousser, ouais. Concrètement, qu'est-ce que ça donne comme avantage à installer l'API Canva sur leur propre site? On va dire que c'est donnant-donnant. Vous nous apportez des nouveaux utilisateurs et vous avez l'éditeur de Canva qui permet à vos utilisateurs, vos visiteurs, de faire une création graphique sans quitter votre site. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, un site d'offres d'emploi et que vos visiteurs doivent créer leur CV, ils peuvent créer leur CV à partir de votre site. Ils ont juste l'interface de Canva qui s'ouvre tout en étant sur votre site. Ils créent leur CV, ils le ferment et leur CV est directement enregistré dans votre base de données, par exemple. Ou vous êtes une plateforme qui permet aux gens de créer des sites web très facilement, tels que Wix. Vous pouvez intégrer le bouton Canva pour que les gens, tout en étant sur votre interface de création de site web, puissent créer leur bannière, créer leur logo. Voilà. OK. Est-ce que c'est de ça dont tu parlais lorsque tu parlais un peu précédemment de la version professionnelle de Canva? Ou c'est deux choses complètement différentes? Non, c'est deux choses différentes. OK. Et quelle est justement cette version professionnelle? À quoi on peut s'attendre lorsqu'on utilise cette version-là? Vous pouvez vous attendre à avoir des fonctions de partage et de collaboration plus avancées, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des équipes, vous pouvez avoir un nombre illimité de dossiers pour partager les designs que chacun crée. Ce qui est le plus intéressant sans doute quand on est une marque ou une entreprise, c'est d'avoir accès à un outil de charte graphique. C'est-à-dire que vous pouvez définir les couleurs de votre marque, les typographies de votre marque. Vous pouvez définir des modèles de base qui permettront à toute votre équipe d'aller personnaliser ces modèles tout en restant avec la même image de marque. Okay. Vous avez ensuite, il y a des fonctions telles que ce qu'on appelle Image Pro, c'est-à-dire que vous pouvez, via un paiement mensuel, accéder à toutes les images premium de Canva. Vous pouvez aussi avoir accès à des fonctions telles que le redimensionnement magique, c'est-à-dire que si vous, pour la même image, Canva automatiquement va vous la mettre au format Facebook, au format Instagram, au format bannière, Twitter, flyer, ce que vous voulez. OK. Des formats prédéterminés en fonction des choses qui sont le plus souvent utilisées par les utilisateurs, autrement dit. Non, c'est le format préféré de la plateforme du réseau social sur lequel vous poster. Ouais. OK, excellent.
Maintenant que tu es à la tête de l'antenne France, si on peut l'appeler comme ça, de Canva, quel serait le plus grand défi que tu identifies pour Canva France au moment où on se parle? Le plus grand défi. Alors, on se donne des défis de fou à Canva. On aime bien avoir des objectifs de dingue. Le plus grand défi, c'est avoir un peu plus de flexibilité. C'est vraiment être flexible au niveau du site pour pouvoir tout personnaliser en fonction de chaque marché. C'est-à-dire que c'est un site qui a été construit il y a longtemps, qui a utilisé des technologies pour pouvoir être disponible en 100 langues, par exemple. Ça demande d'utiliser des outils tels que SmartLink, utiliser des mémoires de traduction qui font que quand vous voulez modifier le contenu d'une page pour l'adapter à votre marché, c'est pas forcément possible. Uh-huh. Donc le défi qu'on a, c'est avoir plus de flexibilité au niveau du site pour améliorer les possibilités qu'on a en termes de personnalisation, d'optimisation pour le référencement. Donc c'est vraiment un défi spécifique à Canva France parce que d'autres sites vont avoir une stratégie basée sur l'acquisition payante, telle que la pub, AdWords, Facebook Ads. Donc ils n'ont pas ce problème, mais pour la France, c'est ça. Et qu'est-ce qui détermine la stratégie de Canva selon le territoire, par exemple? C'est essentiellement basé sur le coût, c'est-à-dire que faire de la pub en France est beaucoup plus cher que d'en faire en Inde ou au Mexique. Okay. Voilà. Donc on a vu qu'on est un pays, on est un pays cher avec un produit gratuit. Ouais. C'est-à-dire qu'un utilisateur gratuit ne doit pas nous coûter plus cher que ce qui va nous coûter, enfin que ce qui peut nous rapporter. Et voilà, en France, c'était juste, on a essayé, mais c'était juste trop cher, donc on a laissé tomber. OK. Justement, parlons du modèle d'affaires justement de Canva. Tu me dis, on a des utilisateurs gratuits, on doit payer pour les amener sur notre plateforme. Quel est le modèle d'affaires qui fait en sorte qu'à un moment donné, c'est juste pas seulement un puits sans fond où on engouffre des dollars à amener des gens qui, au final, ne nous rapportent rien? L'idée de Canva, c'est d'avoir un nombre massif d'utilisateurs. Sur notre site, on dit qu'on a 15 millions d'inscrits. Okay. Donc, quand vous avez 15 millions d'inscrits, même si la moitié achète une image à $1, c'est déjà pas mal. Et puis, si vous avez un pourcentage même faible qui souscrit aux options payantes, c'est suffisant finalement pour faire vivre l'entreprise et dégager du profit. OK, donc l'idée, c'est d'intéresser les gens à votre plateforme pour éventuellement leur offrir soit des images, comme tu dis, parce qu'il y a une banque d'images qui peut être disponible par membership à chaque mois, accessible via des mensualités ou encore à la carte, c'est ça? Alors, le membership, c'est une option payante, mais vous n'avez pas besoin d'avoir cette option pour accéder à des images. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser vos propres images, vous pouvez parfaitement aller sur d'autres sites, obtenir ces images gratuitement, les utiliser pour vos designs. Et Canva propose des images gratuites. Et c'est largement suffisant pour une utilisation normale. OK, excellent. Mais ce qu'il y a, c'est que pour un usage ponctuel, vous pouvez avoir besoin d'une image qui vous paraît super, c'est celle-là que je veux. Ben voilà, pour $1. Pour $1, vous pouvez acheter cette image et l'utiliser pour votre design. Donc, soit les gens font l'effort d'aller sur d'autres sites et trouver l'image gratuitement, soit la facilité, c'est de l'acheter. Là, vous payez votre $et vous avez votre image. Donc, c'est aussi, c'est pas ça qui fait vivre Canva, mais ça nous permet aussi de dégager un petit peu de revenus. Uh-huh. Excellent. Ça va faire bientôt 2 ans que tu es avec Canva. Qu'est-ce que tu identifierais comme étant la plus belle réussite que tu as réussi à faire avec ton équipe? Justement, pour moi, c'était construire cette équipe et le faire avec des gens qui n'avaient pas d'expérience en web marketing, qui ne connaissaient rien au SEO,
rien, même le digital finalement. Et je les ai formés. Et aujourd'hui, c'est une équipe qui fonctionne très bien avec une super ambiance. Et c'est des gens qui aujourd'hui sont des professionnels de l'outreach, de la recherche de partenariats. Et voilà, ça c'est ma plus grande fierté. C'est aussi ce qui m'apporte le plus de plaisir, c'est-à-dire les former et faire en sorte qu'ils soient toujours les plus performants possibles, quoi. On parle d'une équipe de combien de gens avec Canva France présentement? On parle d'une équipe de 6 personnes à temps plein et une équipe auquel se rajoutent à peu près 5 ou 6 rédacteurs pour le blog. Est-ce que ce sont tous des Français? Oui. OK. Quand même, c'est intéressant. Et j'entendais, juste avant qu'on commence l'entrevue, tu me nommais l'ensemble des pays dans lesquels Canva est représenté. Il y a quand même, il y a pas d'autres pays francophones à la base déjà. Donc, ça, c'est particulier que Canva France a été choisi. En fait, que la France a été choisie par Canva. Mais ouais. Oui, vas-y. C'est stratégique. C'est-à-dire comme entreprise, quand vous voulez être... quand vous voulez couvrir le blog, vous allez prendre les pays les plus représentatifs de chaque langage. Exact. Donc, il y a une équipe au Mexique, voilà, on couvre les besoins espagnols. Certes, on n'est peut-être pas aussi personnalisé que si on avait une équipe argentine. Il y a des subtilités au niveau de l'espagnol et de la culture. Mais voilà, on essaie d'être dans des pays où, en termes de langage, on couvre une population importante. Oui, c'est ça. Ben, c'est intéressant. Tu parlais de la Chine, tu parlais de l'Inde. Donc, effectivement, il y a une représentabilité qui est quand même intéressante au niveau de l'ensemble des pays où il y a des langages qui sont différents. Donc, ça, c'est intéressant. Ça dénote aussi toute l'ouverture que Canva a envers ces cultures-là sur le plan du langage à tout le moins. Ouais, et puis culturel aussi, c'est-à-dire que on va créer des modèles de design adaptés aux fêtes locales, par exemple. Okay. On va avoir les équipes locales vont renvoyer des instructions aux designers en leur disant, ben voilà, ce type de design, c'est pour ce type de fête-là ou pour cette occasion. Utiliser de préférence ce type d'image, ces couleurs. Enfin, on essaye vraiment de coller à la réalité des gens et d'utiliser des designs qui leur parlent. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a, sans être dans le secret des dieux, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté qui s'en vient avec Canva dans les prochains mois? Qu'est-ce que je peux vous dire? La nouveauté, il y a des choses qui... Bon, déjà, vous avez un nouvel éditeur qui a été sorti récemment. Si vous utilisiez Canva il y a 6 mois et vous l'utilisez maintenant, le changement est assez radical parce qu'il fonctionne beaucoup plus rapidement, c'est plus stable. Vous allez découvrir des fonctionnalités de présentation qu'il n'y avait pas auparavant. Canva a fait l'acquisition d'une startup australienne qui s'appelle Zitting. C'est un peu comme Prezi, je ne sais pas si vous voyez, c'est pour faire des présentations interactives, c'est-à-dire que l'audience peut avoir le diaporama sur son smartphone et vous pouvez faire des commentaires, faire des votes directement. Donc voilà, on a acquis une startup qui faisait ça. Et petit à petit, vous allez avoir des fonctions de Zitting intégrées à Canva. Donc voilà, c'est pas un secret parce que depuis quelques mois, il y a régulièrement des nouvelles fonctions qui sont rajoutées à notre fonction de diaporama et présentation. Mais c'est quelque chose qui va être amené à se développer. Quelque chose de tout récent, l'ouverture de Canva à des développeurs externes, c'est-à-dire que des gens, n'importe qui a des compétences en développement, peut fabriquer un module qui peut se greffer à Canva pour lui rajouter des fonctionnalités bien spécifiques. Et ça nous ouvre, ça nous ouvre la possibilité d'avoir Canva avec une sorte d'app store et il y a vraiment que l'imagination des développeurs qui est la limite à ce moment-là. Vous pouvez créer des sortes de graphiques très complexes qui ne sont pas possibles de faire avec l'application Canva de base, mais si vous êtes un développeur et vous avez envie de faire ça, vous pouvez désormais créer des applications pour que les gens puissent faire ces graphiques complexes.
Wow, super intéressant. Et Pierre, un gros merci d'avoir pris quelques minutes avec nous aujourd'hui. Bon, déjà d'abord, il y a des auditeurs qui viennent de la France, il y a des auditeurs sur le territoire européen également. On a beaucoup d'auditeurs aussi au Canada. Ce qui est intéressant, c'est que Canva est disponible en français. Donc, chez nous, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant, qui est particulièrement apprécié des gens, le fait que les entreprises fassent un effort d'avoir des outils en français. Donc, pour les gens qui connaissent pas Canva, ben c'est C-A-N-V-A. Ce sera dans les notes de l'épisode, évidemment, les différents liens pour rejoindre Canva. Alors, à ce moment-là, ben, les gens pourront l'essayer. Vraiment un très bel outil qui peut aider les entreprises qui n'ont pas nécessairement les moyens ou qui veulent pas nécessairement dépenser des trucs par rapport à leurs trucs graphiques qu'ils veulent bâtir. Donc, c'est vraiment quelque chose de vraiment bien. Donc, j'ai déjà utilisé votre outil et ça fait déjà quelques temps, par exemple. Et là, tu viens de me titiller avec le nouvel éditeur. Je pense que je vais aller jeter un coup d'œil pour voir quelles ont été les améliorations qui ont été apportées sur l'outil. Voilà, bah si tu attends quelques mois, tu pourrais trouver des modèles qui seront en français. Parce qu'actuellement, même si l'éditeur est en français, les templates, les modèles qu'on propose sont tous en anglais. Okay. Mais ça va changer. Voilà. Plus pour très longtemps. Bientôt, vous aurez des modèles 100% français. Et voilà. Et puis, tu as mentionné un outil qui, tu as parlé de designer, enfin, les gens qui n'ont pas forcément envie de payer. J'aime rappeler, et j'ai pas envie de fâcher la communauté des designers aussi, on ne remplace pas un designer. On n'est pas fait pour ça. Mais c'est clair que pour quelqu'un qui veut lancer son entreprise, communiquer un peu sur son activité et qui n'a pas encore les moyens de se payer un designer, d'avoir une vraie réflexion autour de son logo et de sa charte graphique, Canva est vraiment là pour ça. Ouais, c'est définitivement une option très intéressante. Ben, merci beaucoup, Pierre, encore une fois. Et puis, on se reparle bientôt. Bonne chance dans tes nouveaux défis et dans les prochains défis avec Canva. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Ciao. Un gros merci encore une fois à Pierre Girardeau pour cette super entrevue. Je pense que ça nous donne une autre dimension, ça nous donne un autre regard sur cette plateforme. Alors, merci énormément à Pierre Girardeau. Je vous laisse à la collaboration habituelle de Martin Michaud et puis je vous reviens tout de suite après pour la conclusion de cet épisode. Donc, encore une fois, cette semaine, on est avec Martin Michaud du journal Action PME. Alors, Martin, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Bonjour, Marco. Bonjour. Marco, cette semaine, je veux vous parler, c'est une section qui est beaucoup visitée sur notre journal, puis c'est la section des statistiques. Donc, régulièrement, on met des graphiques avec différentes statistiques sur toutes sortes de sujets qui peuvent intéresser une PME. Puis des fois, comme j'ai fait dans le temps des fêtes, je me suis amusé un petit peu, tu sais, parce que c'était le temps d'en parler. Donc, j'ai mis un graphique sur les heures de sommeil. OK. Donc, dormez-vous suffisamment? Tu sais, fait que je te pose la question, Marco, toi, est-ce que tu dors suffisamment? Oui, monsieur. Ah oui? Ah, ben, tant mieux, Marco, tant mieux. Mais il y a un graphique que j'ai mis justement entre Noël et Jour de l'An. Puis, ça explique que normalement, on devrait avoir une nuit de sommeil de 8 heures. Mais là, il y a différents pays qui sont relatés dans le graphique. Et puis, il y en a des pays où, en moyenne, les gens, ils dorment encore plus que 8 heures. Tu sais, comme le premier, les Pays-Bas, ils ont 5 minutes de moyenne de plus. Ça paraît pas beaucoup, mais entre le premier du graphique et le dernier, qui est Singapour, en moyenne, les gens, ils dorment 36 minutes de moins que le 8 heures. C'est pas mal, ça. Oui, ça, c'est pas mal. Tu sais. Le Canada, nous, on a 1 minute et 73 secondes tu sais, de différence. Aux États-Unis, 7 minutes 88. Tu sais, je te dirais que, grosso modo, les gens, un peu partout, là, ça se tient alentour de 8 heures. Mais c'est quand même le fun de voir que les pays asiatiques, c'est eux autres, c'est Singapour et le Japon qui sont les derniers dans le graphique. Oui, Hong Kong, pas très loin non plus. Hong Kong, effectivement, Hong Kong est 5e avant-dernier. Donc, on peut dire que c'est des pays qui travaillent beaucoup.
puis qui dorment probablement un peu moins là, en moyenne. Tu sais. Le Mexique est à 12 minutes en dessous de son 8 heures. C'est probablement parce qu'ils font des siestes pendant l'après-midi, eux autres. Oui, effectivement. Je vois que tu as le graphique devant les yeux. Oui, exactement. J'ai le graphique devant les yeux. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même le fun de voir ça. Parce que sur le journal, on a des choses sérieuses qui aident les PME, mais des fois, il faut que ça bouge un petit peu aussi. Là. Exactement, ben oui. Okay. Fait que mon deuxième, je veux parler du contenu numérique. Comment les lecteurs trouvent-ils des articles? Uh-huh. Ça, ça a un lien directement avec ma chronique de la semaine prochaine. Okay. Mais il est intéressant de constater que dans le graphique, qu'est-ce qui ressort le plus, là? C'est le référencement naturel. Donc, tu sais, comme propriétaire de site web, tu sais, je sais que tu as beaucoup d'auditeurs, j'imagine, qui sont propriétaires d'un site web. Uh-huh. Donc, c'est le fun d'être propriétaire d'un site web. C'est quand même glamour. On est sur la map. Mais est-ce qu'on est réellement visible sur Internet? Uh-huh. Tu sais, quand on met du contenu, exemple, dans le journal, on met du contenu, on est visible. Bon, les gens diront, évidemment, on en met beaucoup, mais exemple, quelqu'un qui a un site et qui met un blog de temps à autre, est-ce qu'il est vraiment visible? Est-ce qu'il fait vraiment les bonnes actions pour être visible? Dans le graphique, vous allez découvrir là, certaines choses à faire dans le référencement naturel, pour vous aider. Parce que, c'est comment que les lecteurs le trouvent. Donc, s'ils vous disent les méthodes qu'ils trouvent, il faut faire les méthodes pour se faire trouver. Là, exactement, oui. C'est un peu ça. Le troisième, Marco, on se voit, là, c'est audio, notre chose, mais je te vois, je sais que tu es bien assis, mais c'est parce que j'espère que tu es bien assis parce que je veux te parler d'Amazon. OK. Tu sais, tout le monde connaît Amazon, mais moi, j'ai mis 2 graphiques en décembre. Pourquoi je t'en parle là? Parce que ça ressortit encore, Amazon. Évidemment, avec la période de Noël et tous les spéciaux qu'il y a. Il y a beaucoup de commerce électronique pendant ce temps-là. Mais qu'est-ce que ça nous apprend? C'est que 76 % des transactions, donc je vais te dire, 76 % des transactions qu'il y a eu aux États-Unis de Amazon comparé à 50 grands détaillants. Puis là, c'est pas des petits détaillants. Là, on parle de Walmart, Target, Home Depot, Apple, Best Buy, Costco, Lowe's, Staples et plein, une quarantaine d'autres. Là. Uh-huh. Toutes les transactions qu'il y a eu pendant les 12 derniers mois, 76 % c'est Amazon qui les a eues. Il en restait juste 24 % pour les 49 autres. Imagine. C'est incroyable. C'est fou. C'est fou. Puis dans l'autre graphique que j'ai mis, là, c'est que Amazon accaparait 44 % du trafic versus toutes ces 49 autres-là. C'est quand même incroyable. Uh-huh. Donc, si on met les 2 chiffres en relation, Amazon accapare 44 % du trafic, mais 76 % des transactions. Donc, les gens vont chercher des informations ailleurs, puis après ça, ils viennent acheter sur Amazon. Oui, mais moi, ça me dit un autre. Ça, c'est une excellente observation, mais moi, j'en ai un autre pour toi. Ça veut dire que probablement qu'Amazon capte énormément. Ils ont une façon de vendre leur article que les autres ont peut-être pas, là. Effectivement. Parce que vous allez voir, visiter le journal, puis dans l'autre, même que je peux te l'envoyer, Marco, pour l'autre, fait que les gens pourront comparer. Mais mettons, il y en a, mettons, qui ont 1,5 % du trafic, et ils ont 0,7 % des transactions, là, tu sais. Donc, ils réussissent pas à capter assez le visiteur pour être capable de faire dépenser dans son site, là. OK. Ouais.
Parce qu'Amazon, bon, moi aussi, j'ai déjà magasiné sur Amazon, puis la plupart de tes auditeurs aussi, là. C'est pas vrai qu'ils ont toujours les meilleurs prix, là. Non, définitivement pas, effectivement. Mais pourquoi qu'ils sont capables de vendre beaucoup plus? Ben, c'est une excellente observation pour tous ceux qui ont des boutiques en ligne. Oui, tout à fait. Ouais. Excellent. Donc, c'est ça que je voulais te parler de mes graphiques du mois, Marco. Excellent, Martin. Ben, encore une fois, un gros merci. On va mettre les liens dans les notes de l'épisode comme à l'habitude, et puis on se reparle la semaine prochaine. OK, parfait, Marco. Merci, Martin. Merci. Okay. Ciao. Bonjour. Encore une fois cette semaine, un gros merci à Martin Michaud pour sa collaboration. Merci également à Micheline Bourque ainsi qu'à Pierre Girardeau pour leur participation dans cet épisode qui a été particulièrement intéressante. Alors, je vous rappelle l'invitation que je vous ai lancée au début de cet épisode concernant le webinaire sur les 6 stratégies qu'il vous faut pour lancer, promouvoir et monétiser votre podcast. Vous pouvez vous inscrire tout à fait gratuitement au marcobernard.ca/6 secrets. Et la semaine prochaine, eh bien, je sais, la semaine dernière, je vous avais dit que le prochain épisode était pour être en direct du Mexique. Ben, la semaine prochaine, c'est vrai. C'est effectivement, le prochain épisode va être enregistré directement à partir des plages de Cancun, en fait, tout près de Cancun, à Riviera Maya, au Mexique. Alors, ça se peut que vous entendiez le bruit des vagues à travers l'épisode 160 dans le fond, la semaine prochaine. Et on va parler justement de création de contenu sur la route lorsqu'on est lorsqu'on est soit en vacances ou lorsqu'on est en déplacement, en fait. Donc, ce sera le sujet de l'épisode de la semaine prochaine. Voilà donc qui termine cet épisode 159. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode 160. D'ici là, soyez bons, soyez sages, et je vous dis ciao!